Allô? Allô? Oui, bonsoir Lincoln. Bonsoir, éclaireur, mais c'est difficile de vous avoir, hein? Bon, c'est pas aussi difficile que ça. C'est pas aussi difficile. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à vos, je sais pas, vos collègues, hein? Oui. J'entendais Adama et puis Sunyata, le conquérant, n'est-ce pas? Oui, oui, tous les élèves de la classe. Voilà, tous les élèves de la classe. Mais moi, j'ai un peu écouté de façon, je dirais un peu de façon distraite, un peu l'intervention de Sunyata, le conquérant, qui était dans une analyse, je ne dirais pas un peu apocalyptique, mais qui m'a effaré un peu quand même. J'ai été effaré par son explication, par ses analyses. Parce que quand il parle de la croissance, la mauvaise distribution de la croissance, c'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Si je peux bien me tromper, parce que je l'écoutais de façon distraite. Oui, il a parlé de la mauvaise distribution de la richesse, mais je pense qu'il est un peu amnésique, si le mot n'est pas un peu fort. Je pense qu'il est un peu amnésique. Il faut que vous rappeliez un peu d'où nous venions. Parce que la Côte d'Ivoire, le président Ouattara, il a pris la Côte d'Ivoire au bord de l'abîme. C'est un pays qui était complètement en déliquescence. En 2011, quand le président Ouattara prenait le pouvoir, la Côte d'Ivoire était complètement à terre. Les écoles étaient quasi inexistantes. Les routes étaient dégradées, les hôpitaux étaient des mouroirs et qu'il n'y en avait même pas assez. Il faut reconstituer tout ceci. Il faut reconstituer tout ceci. On ne distribue pas la pauvreté, on distribue la richesse. Il faut d'abord créer la richesse pour pouvoir doter un peu ce pays-là de toutes ces infrastructures-là, qu'elles soient routières, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient éducatives, qu'elles soient scolaires, qu'elles soient autres infrastructures. C'est ce que le président Ouattara s'est attelé à faire. C'est ce que le gouvernement du RHDP s'est attelé à faire. Et il y a assez de choses à faire dans ce pays-là. Beaucoup trop de choses à faire. On nous parle de la mauvaise... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle mauvaise distribution de la richesse. Quand le président Ouattara prenait le pouvoir, on était à 33% du taux d'électricité ou du taux d'énergie en Côte d'Ivoire, du territoire national, on était à 33%. Aujourd'hui, nous sommes à 80%. On appelle ça la distribution de la richesse. C'est-à-dire tous les villages, vous les dotez d'électricité, vous leur donnez la richesse. Parce que quand vous donnez l'électricité à une région, à un village, ce village-là sort de la précarité et de la pauvreté. Quand vous donnez de l'eau potable à une région, on était à 25% d'eau potable sur le territoire national. Nous sommes aujourd'hui à 65 et 70%. Quand vous donnez de l'eau potable, vous faites la distribution de la richesse. C'est ça qu'on appelle la distribution de la richesse. Quand vous construisez des universités un peu partout dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, pour ne pas qu'un enfant de Mans vienne jusqu'à Abidjan pour aller à l'université, qu'un enfant de Bondoukou quitte Bondoukou pour venir à Abidjan pour l'université en cherchant encore des tuteurs, vous faites la distribution de la richesse. Quand vous construisez des routes un peu partout en Côte d'Ivoire, pour faciliter non seulement, comment on appelle ça, les vivriers, les produits vivriers ou autres, et la mobilité aussi des gens, vous faites la distribution de la richesse. Quand vous donnez un peu ce qu'on appelle les filets productifs sociaux, c'est-à-dire donner à plus de 200 000 familles qui sont dans la précarité, leur donner une certaine indemnité chaque trimestre pour que ces personnes sortent de la pauvreté, vous faites la distribution de la richesse. Mais le président Ouattara ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. La plus belle femme du monde ne donne ce qu'elle a. C'est ce que les gens doivent comprendre. Ce gouvernement est en train de faire beaucoup trop de choses pour ce pays-là. Mais les gens veulent, en tendant la main, ils veulent prendre leurs bras. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est un pays pauvre. Les gens pensent que la Côte d'Ivoire est un pays riche. Ce n'est pas un pays riche. C'est un pays qui essaie de sortir un peu de la pauvreté et qui lutte pour sortir de la pauvreté. Nous savons, c'est vrai qu'il y a la corruption, mais le président Ouattara ne peut pas, ou ce gouvernement-là, ne peut pas créer des extraterrestres. On va tous travailler avec les Ivoiriens. Or, dans la mentalité des Ivoiriens, nous sommes tous corruptibles. Nous sommes tous corruptibles et nous sommes tous des corrupteurs. Et ce gouvernement-là est en train de lutter pour cela. Et ça fait partie comment on appelle ça, du nouveau plan de choses du gouvernement. Lutter contre la corruption. Donc la distribution de l'argent et la distribution de la richesse, c'est à tous les niveaux. C'est pas seulement en passant de famille en famille pour leur donner l'argent. Donc s'il y a des questions, je peux interagir maintenant. Ok, il n'y a pas de problème. Et moi, j'allais vous poser quelques rares questions. Est-ce que vous êtes d'accord au moins que nous sommes des partisans du président Ouattara? Moi, je ne sais pas, hein,
Non, monsieur, s'il vous plaît, non, allons doucement, s'il vous plaît, non, le débat ne se passe pas comme ça, je vous ai donné tout le temps que vous avez parlé, respectez-moi en me permettant de faire aussi mon analyse. Ok, allez-y. Est-ce que vous doutez de notre militantisme à ce que nous soyons des partisans du docteur Ouattara? Je ne sais pas. Ok. Et là, monsieur, vous insultez, s'il vous plaît, vous insultez notre intelligence. Je préfère vous dire ça. Non, l'éclairage, je ne suis pas. Non, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allons doucement. Ok, vous êtes un partisan du président Ouattara. Non, vous ne pouvez pas me le lapider. Je n'ai même pas besoin que vous me donniez une étiquette. Mais ce que je vais vous dire, quand vous venez faire un tableau pour démontrer que ce que nous avons dit, est-ce que vous avez dit au début de votre intervention que vous avez écouté d'une oreille distraite? Ça veut dire que vous n'avez pas bien écouté. Et je vais vous donner 2 éléments. Est-ce que vous avez lu le dernier mémorandum de la Banque mondiale qui est sorti la semaine passée? Est-ce que ce mémorandum, je ne l'ai pas lu? Voilà. Ce mémorandum nous dit que, au vu du nombre de personnes pauvres dans les zones rurales qui a augmenté de 2,7% entre 2015 et 2020, la Côte d'Ivoire se ferait forte de redistribuer les richesses. Est-ce que cette affirmation de la Banque mondiale est fausse ou elle est vraie? Mais écoutez... Non, monsieur, je vous ai posé une question. Non, mais on n'a pas le temps, on n'a pas le temps à la discussion. Je vous ai donné votre temps. Je suis en train de faire le déroulé de mon exposé. Mais si vous ne m'écoutez pas, allez-y. Si vous ne m'écoutez pas, ça ne marchera pas. On ne va pas se comprendre. Ok, allez-y, je vais vous écouter. Et est-ce que dans ce mémorandum, ce qui est dit là, est-ce que ce n'est pas un travail d'analyse fait par des experts? Et j'aimerais savoir si cette affirmation-là n'est pas vraie. C'est tout ce que moi je veux savoir. Vous me posez la question? Quand la Banque mondiale dit que le taux de pauvreté dans les zones rurales entre 2015 et 2020 est arrivé à 2,4% et qu'on devrait repenser à la distribution des richesses, est-ce que cette affirmation est fausse ou mais elle est vraie? C'est simplement ce que je veux savoir avant de continuer. Mais non, je ne peux pas répondre de façon automatique. Il faut que je fasse une analyse. Ok, donc ça veut dire que vous connaissez la réponse, mais vous n'avez pas le courage de dire que vous ne pouvez pas douter. Vous ne pouvez pas. Non, monsieur, vous ne pouvez pas nous dire que ce que la Banque mondiale a dit est faux. Quand vous nous dites que vous ne pouvez pas répondre, ça veut dire que c'est le fruit de la mauvaise foi. Et ce que j'aimerais vous dire avant de vous passer à Soundiata et à d'autres frères qui auront d'autres, j'aimerais vous dire que ne pensez pas que vous avez le monopole d'être plus militant et d'aimer le président Ouattara. Et cette Côte d'Ivoire-là, de 2010 jusqu'à aujourd'hui, nous tous, on y a vécu. On sait d'où la Côte d'Ivoire vient et on sait ce que le président Ouattara a fait. Mais ce que j'aimerais que vous écoutiez très bien, avant de donner la parole, c'est que le président Alassane Ouattara est un président d'exception positive. C'est un président qui vise l'excellence. Et donc, le président Ouattara même ne serait pas satisfait de dire non, il faut aller doucement. Et je vous dis, le président Ouattara a dit en face, pas plus tard qu'il y a une semaine, qu'est-ce qu'il a dit à Patrick Hachi? Je ne suis pas satisfait de l'évolution de la procédure dont les choses vont. Ça veut dire quoi? Et donc, si vous dites que les Ivoiriens sont trop exigeants, le président aussi vient de confirmer que les Ivoiriens ont toutes les raisons d'être exigeants. Et ça ne date pas de 2 ans, ça ne date pas de 3 ans, ça date de la semaine dernière. Et le mémorandum de la Banque mondiale que je viens de vous dire nous parle de la redistribution des richesses qui sont concentrées à Abidjan. Et ça est dans ce document-là. Et Soundiata, donc je vous passe la parole, mais prenez le temps de vérifier aussi ce que j'ai dit. Alors, Monsieur Lincoln, comment vous allez? Sinon que certainement nous parlons, mais très souvent, peut-être vous ne savez pas. Alors, est-ce que vous avez suivi, lors de l'émission sur la page Éclaireur Pro Vérité, mon intervention d'avant-hier, qui était intitulée « Comment faire de la Côte d'Ivoire la première puissance économique africaine ». Est-ce que vous avez suivi avant-hier? Je n'ai pas suivi, c'est pas ça aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous avez l'habitude de suivre mes interventions sur la plateforme de l'Éclaireur Pro Vérité? Non, c'est la première fois. Ah, donc je comprends votre réaction. Je comprends votre réaction. Mon frère, nous, on va te dire la vérité. Nous sommes ici pour ramener la Côte d'Ivoire sur le droit chemin.
Et ce que les autres n'osent pas dire publiquement, nous le disons haut et fort. C'est ça. Et notre objectif, c'est de faire la Côte d'Ivoire d'ici 2050 la première puissance économique africaine. Vous comprenez? Avant-hier, dans mon intervention, j'ai relevé ici, les chiffres sont sous mes yeux. Ce que vous dites, tous les secteurs d'activité, lorsque j'interviens ici, tous les jours, j'aborde tous les secteurs d'activité sans exception. Et mon objectif, c'est d'aller vers le meilleur. En 2010, le PIB de la Côte d'Ivoire était de 24,91 milliards de dollars. En 2020, nous sommes passés sous le président, son Excellence M. Alassane Ouattara, à 61,35 milliards de dollars en termes de PIB. La dernière fois, j'ai donné tous ces détails-là ici. Et la Côte d'Ivoire, sous son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, est devenue la 9e puissance économique africaine en 2020 avec un PIB qui, j'ai déjà dit ici, de 61 milliards de dollars. Quand on prend, par exemple, le PIB, le produit intérieur brut par habitant, c'est de 2489 dollars. Il y a eu des progrès du point de vue des infrastructures routières, l'électricité, l'eau potable, l'éducation, la santé, l'emploi. Il y a eu des évolutions que nous saluons. Et nous ne cessons toujours de remercier son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République. Mais la réalité, vous vivez aux États-Unis. Vous savez que quand on parle de SMIC à 60 000 francs CFA, aujourd'hui à Abidjan, pour avoir un logement décent, il faut au minimum 150 000 francs CFA. Et ça ne trie plus de quartiers, hein, je vais vous dire. Au minimum 150 000 francs pour avoir un logement décent. Pendant ce temps, le SMIC est à 60 000 francs CFA. Et je vous dis, en zone industrielle de Yopougon et un peu partout, on continue de payer des gens moins de 60 000 francs CFA. Est-ce que vous voyez? La réalité, la richesse, elle est là. Le président a créé les conditions. Il a donné le meilleur de lui-même. Il fait un excellent travail. Mais le président à lui seul ne peut pas tout faire. Donc voilà là où les directeurs généraux, les ministres, les DAF et tous ceux qui ont des responsabilités de gérer des citoyens ou des travailleurs dans l'administration publique ou privée, qu'est-ce que nous constatons? La réalité, c'est qu'ils s'accaparent toutes les richesses et ils payent très mal les travailleurs. Dans les entreprises, c'est un groupuscule de cadres qui gagnent beaucoup et le reste se débrouille dans la merde. Ça, c'est une réalité. Vous ne pouvez pas le démentir, monsieur. Si vous pouvez me dire le contraire, oui, je vous écoute. Voilà, mais écoutez, je suis un peu d'accord avec vous. Mais ce que je voulais vous dire, il y a un problème qui dit que lorsque vous parlez au chien, vous devez parler aussi à l'os. Oui. Vous savez très bien ce proverbe-là. Mais écoutez, lorsqu'on parle au gouvernement, il faut qu'on parle aussi à la population. Parce qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire. Les gens ne veulent pas aller dans le formel. Ils sont dans l'informel. Et quand vous êtes dans l'informel, le gouvernement paie. Parce que le gouvernement ne peut pas prendre des taxes et des impôts. Non, monsieur, c'est... Toutes les personnes doivent venir dans le formel pour se régulariser, pour qu'on puisse connaître qui est qui et pour pouvoir les aider. Et là, pendant la Covid-19, par exemple, S'il vous plaît, le gouvernement a aidé certaines personnes. Ne soyez pas trop long, il y a la ligne qui est très longue. Voilà. Monsieur, ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Je suis sur le terrain, je vais vous expliquer. Quand vous prenez un menuisier, un maçon, un mécanicien qui est installé à son propre compte, aujourd'hui, il paye les taxes, il paye les impôts. Ça, je vous dis. Et il est installé à son propre compte. On pense qu'il est dans l'informel. Mais ceux-là, ils gagnent mieux même leur vie que ceux qui acceptent d'aller travailler en Nantes. C'est ceux qui vont travailler dans les entreprises qui sont légalement constituées là. C'est eux qui mordent la poussière aujourd'hui. J'ai expliqué le phénomène des cabinets de placement. On peut vous prendre sur un chantier de construction, une entreprise qui est bien connue. Je ne veux pas citer de nom parce que je veux rester quand même, voilà, il y a quand même, comme on appelle même... Non mais toi tu es en Côte d'Ivoire, moi je n'ai rien à perdre. Voilà. Moi je peux citer les noms, hein. Moi je peux le faire. Voilà. Je ne veux pas accuser à tort, vous voyez. Je ne veux pas accuser à tort. Voilà pourquoi je suis un peu modeste, un peu relatif. Sinon, la réalité, vous prenez les entreprises libanaises, les usines libanaises, vous prenez beaucoup d'autres entreprises. Les gens sous-traitent carrément
le paiement des manœuvres des agents de maîtrise, des travailleurs. Et dans plusieurs autres entreprises, ça existe. Ce n'est pas dans le formel ce que vous dites. Vous prenez un maçon aujourd'hui. Si les travailleurs, il peut s'emparer de la somme de 800 000 à 1 million par mois. Un maçon qui connaît son travail. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une question d'informel. Aujourd'hui, même si tu places une table devant ta maison en train de vendre quelque chose, tu vas payer des taxes à la mairie. Donc, la Côte d'Ivoire, ce n'est plus comme on croit avant, où tu peux faire quelque chose et puis ça échappe au fisc. Mais là, ce que nous sommes en train de dénoncer, c'est que quand on dit qu'il y a un chantier de l'État, ou bien il y a de l'argent qui est débloqué pour un projet, ou bien pour réaliser une œuvre, ou bien pour un secteur d'activité donné, cet argent-là est très mal réparti du fait même de la faute de celui qui doit gérer les fonds. La réalité, c'est ça. Nous avons des gens qui sont très méchants, qui dirigent les entreprises, qui sont très mauvais, qui sont égocentriques, qui ne pensent qu'à se remplir les poches. La réalité, c'est ça. C'est à ces phénomènes-là que je veux m'attaquer, en fait. La réalité est celle-là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Ok. Il y a le frère de Paris qui voulait aussi s'exprimer. On va lui donner la parole. Voilà. Oui, bonsoir, cher frère Lincoln. Bonsoir. Oui, heureux de vous avoir pour la première fois en ligne. Et donc, ce que vous dites comme analyse, c'est compréhensible parce que c'est votre première fois aussi. Sinon, sur cette plateforme ici, nous avons parlé de pas mal de problèmes concernant cette inégalité. Et donc, si vous allez fouiller dans nos archives, vous trouverez par exemple le problème des rentes viagères, qui est un phénomène dont nous avons parlé et qui, ma foi, explique aussi ce problème d'inégalité. Vous comprenez, que ce soit dans la fonction publique comme dans le privé, c'est quand même révoltant ce problème de rentes viagères. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. Non? Non, je connais la rente viagère. Je connais la rente viagère. Ah non, il y a la rente viagère que du côté immobilier, je ne parle pas de... Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la rente viagère dont nous parlons? Parce qu'il y a la rente viagère côté immobilier, mais celle dont nous parlons, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais vous parlez de la rente viagère lorsqu'un ministre ou un président... C'est ça, exactement, oui. On doit payer un salaire par mois, c'est ce que vous dites? C'est ça, c'est ce côté, oui, c'est ça. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est juste ou non, c'est pas juste? Non, moi, je pense qu'il y a des catégories qui méritent... Non, monsieur, mais pas tout le monde. on n'a pas dit que... Pour moi, le président de la République... On ne vous dit pas que les gens ne le méritent pas. On vous a demandé, est-ce que quand quelqu'un qui ne travaille plus gagne près de 20 millions, alors que le professeur ou le juge gagne, c'est sur le salaire de base. Écoutez, monsieur, écoutez. Je pense que c'est trop. Et donc c'est injuste. C'est ce que vous venez de dire. Et c'est de cela qu'on est en train de... Il y a une injustice là-bas. Et c'est de cette injustice-là que nous sommes en train de parler. C'est de cette injustice-là que nous sommes en train de parler, monsieur. Ah, ok. Et donc... Le signataire seulement que j'ai écouté un peu, mais de façon distraite, quoi. Ah, j'ai pas écouté tout le déroulé de l'émission. D'accord. J'ai écouté un peu, mais j'ai eu l'impression qu'il était en train de taper un peu sur le gouvernement, c'est ce qui m'a un peu révolté. Ok, il n'y a pas de problème. Vous allez continuer. Je suis monté au créneau. Ok. Alors, monsieur Lincoln, si vous ne savez pas toujours, j'échange avec vous sur les réseaux sociaux, mais avec un autre profil. Je vais vous le dire clairement. Voilà. Ah, ok. Oui, voilà. Moi, c'est Lincoln de Tchimé. Oui, Lincoln de Tchimé. Et plusieurs fois même, vous appréciez certains de mes postes relativement aux infrastructures économiques. Je vais vous dire que moi, je suis le défenseur numéro 1 de son Excellence, M. Alassane Ouattara. Mais en même temps, je ne peux pas me contenter du peu. Moi, je suis en train de me battre pour que la Côte d'Ivoire soit la première puissance économique africaine jusqu'en 2050. Voilà. À défaut, si nous sommes parmi les trois... Faites-moi une note dans mon inbox pour qu'on puisse intervenir. Et puis, éclairage, envoie-moi ton numéro. Je vais t'envoyer mon numéro des États-Unis. Monsieur Lincoln, je n'échange jamais de numéro physiquement avec qui que ce soit, mais c'est sur Messenger que vous pouvez nous joindre avec beaucoup de plaisir. Et à n'importe quel moment. Et je crois qu'il y a le roi qui voulait dire quelque chose, c'est ça? Non, vous pouvez parler, ça passe. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. C'est une connexion vraie, c'est pas une connexion de ce nouveau. Oui, bonsoir, cher frère. Bonsoir. C'est le roi du printemps? Oui, c'est lui, c'est bien lui.
Ok, merci beaucoup. Comme tu l'as dit, je pense que c'est la première fois que tu interviens aujourd'hui. Et moi, pour être franc avec vous, mais j'ai été choqué par les mots que vous avez employés en disant que Soundiata est un peu amnésique. Quand on est intellectuel, il y a des mots qu'il faut éviter d'employer. Donc pour cela, moi j'aimerais que vous présentiez vos excuses à M. Soundiata. Non, est-ce que vous avez entendu mon développement quand je t'entends? Non, vous avez dit, non, je viens. Le mot peut paraître un peu fort. Ok, ok. J'ai dit le mot peut paraître un peu fort. Voilà. Donc, moi j'ai dit, voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, parce que quand il a fait son analyse, il a développé, et je pense que ceux qui ont l'habitude de suivre nos directs savent notre méthode de communication. Nous, on n'est pas là ici pour caresser le gouvernement du président Alassane Ouattara. Pourquoi je le dis, tu vas comprendre. Quand on a souffert pour arriver au pouvoir, ce pouvoir-là, on ne l'a pas ramassé dans la rue comme le pouvoir de Laurent Gbagbo. On n'a pas composé le gouvernement dans un WC aussi. Effectivement, nous avons souffert pour avoir ce gouvernement. Mais est-ce qu'il faut rester là toujours en train de caresser les choses et puis laisser les choses pourries et après venir se jouer les médecins après la mort? Nous disons non. Et vous avez dit que vous avez suivi de façon lapidaire l'intervention de Soundiata, mais je pense que si vous aviez suivi, Soundiata n'a jamais dit que les ressources ne sont pas redistribuées. Mais seulement, ce qu'il décrit, c'est que ce n'est pas équitable. Voilà le problème. Donc, quand on a un gouvernement responsable comme le gouvernement du président Alassane Ouattara, donc un gouvernement qui se veut travailleur, et nous tous, on est d'accord qu'en matière d'infrastructure, il n'y a pas photo avec les autres pouvoirs. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise que quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on tape dessus? Et moi, je vais te dire, toutes les émissions que nous faisons sont écoutées par les dirigeants, et je peux même dire que le président de la République écoute nos émissions. Donc tout ce que nous disons, nous on n'est pas contre le président Alassane Ouattara. Au contraire, nous sommes là pour l'aider parce que, souvenez-vous, les autres pouvoirs qui sont passés, qu'on a connus, mais les gens ont manqué de dire certaines vérités à Laurent Gbagbo, à Henri Konan Bédié, qu'ils ont échoué. S'il y avait eu des gens comme nous autres là, pour dire certaines vérités à Laurent Gbagbo ou encore à Henri Konan Bédié, peut-être que ces dirigeants-là seront aujourd'hui peut-être parmi les meilleurs dirigeants. Mais nous voulons que le président Alassane Ouattara soit l'exception, comme d'ailleurs il est présentement. Donc c'est ce que nous disons. Quand on regarde un peu le développement, il y a certaines régions qui sont en retard par rapport à d'autres régions. Mais est-ce que vous pensez que les ressources sont suffisamment distribuées, comme on appelle, dans ces autres régions? C'est une question que je vous pose. La distribution, elle n'est pas uniforme, elle est multiforme. Je suis d'accord. La distribution de la richesse, là, elle est multiforme. C'est-à-dire que quand vous donnez de l'électricité à une région donnée qui n'avait pas d'électricité, vous faites la distribution. C'est une distribution que vous faites, c'est la distribution de la croissance. Ça. Quand vous donnez de l'eau potable, c'est là que je vous dis, la distribution de la croissance, elle n'est pas uniforme. C'est pas seulement donner de l'argent, mais mettre toutes les infrastructures adéquates à la disposition de ces régions, de ces villages, de ces départements. Ok, Monsieur Lincoln, je reformule la question du roi. La Côte d'Ivoire, il y a des grandes régions. Mais prenons le nord et le sud. Il y a combien d'universités au nord? Il y a combien d'universités au nord? Il y a l'université de Korgo et l'université de Guinée doit être à la Chine. Non, monsieur, il y a combien d'universités au nord? C'est ce que j'ai demandé. Il y a une seule université. Vous savez que le nord représente la moitié du pays, non? Oui, je le sais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors que les gens du nord payent les impôts au même titre que les gens du sud, de l'est et de l'ouest. Non, je vous ai posé une question. Répondez parce que ça fait partie du respect naturel. Quand je vous ai posé, non, mais si c'est ça, c'est que vous n'avez pas votre rôle d'être là. Parce que vous me posez des questions. Moi, je vous réponds avec des preuves à l'appui. Je vous ai donné les documents de la Banque mondiale. Je ne vous ai pas posé des questions jusqu'à présent. Si, la problématique que vous avez posée nous amène à détailler nos arguments. Et ça, c'est déjà une question. Parce que votre objectif premier était de venir démontrer que nous sommes dans les excès. C'était ça votre objectif. Et on vous a démontré que vous vous trompez gravement.
Parce que vous avez reconnu que les rentes viagères ne sont pas justes. Et je vous ai demandé... Voilà. Quand je vous ai donné un document du mémorandum de la Banque mondiale, est-ce que vous avez pu me dire que ce document-là est faux? Mais vous ne m'avez pas laissé le temps de m'expliquer. Non, mais la réponse était simple, monsieur. On ne peut pas vous donner le temps. Il y a plusieurs personnes qui attendent. Est-ce qu'on vous dit un document de la Banque mondiale existe? Est-ce que ce document-là est vrai? Et ce que j'ai dit dedans, est-ce que c'est vrai ou mais c'est faux? Que 2,6% depuis 2015 jusqu'en 2022, là, la pauvreté s'accroît dans le monde, comment on va appeler ça? Je vais dire en zone rurale. Est-ce que ça c'est vrai ou mais c'est faux? Monsieur, vous n'avez qu'une seule réponse que de reconnaître que c'est la vérité. Monsieur, j'ai prouvé ici par A plus B que à cause, si vous avez bien suivi nos émissions, j'ai montré le désastre que les détournements causent au pays. Imaginez-vous que le ministère de la Jeunesse seul fasse disparaître 12,500 milliards par an qui devraient revenir aux Ivoiriens. Et sur 3 ans, on se retrouve avec près de 38 milliards qui ont disparu dans la nature. Est-ce que vous pensez que ces richesses ont été bien redistribuées? Ce sont des réponses qui sont tellement claires, mais vous avez honte de reconnaître les faits. Et ça ne me gêne pas. Il faut que j'ai des preuves de ce que tu dis. Monsieur, toutes les preuves sont en face de vous. Allez sur le site, toutes les preuves sont là aujourd'hui même. Allez sur le site, sur la page là, Éclaireur Pro Vérité là, allez là-bas, vous allez voir toutes les pages. Après, je vais vérifier. Voilà. Le représentant de la Banque mondiale qui est à Abidjan dit que l'émergence qu'on voulait atteindre en 2020 là, si les choses avaient été bien faites et qu'on devrait atteindre les standards des pays pauvres et des pays émergents, depuis 2020, on aurait dû atteindre ce projet-là. Le document dit qu'on a raté ce tournant-là à cause des détournements massifs des deniers publics. Et quand on détourne les deniers publics, que des gens vont mettre ça en Occident, est-ce que ce n'est pas une mauvaise manière de redistribuer les richesses? Et c'est ce que nous, on a le courage de dire. Parce que nous, on n'est pas liés à un politicien et nous ne lions pas notre destin à ce qu'un politicien puisse nous donner. Et il est très important, comme vous êtes nouveau, ça a été vraiment un baptême de feu qui va vous permettre de savoir qui nous sommes et ce que nous défendons. Et je peux vous assurer qu'on est très déterminés dans ce qu'on fait et nous savons ce que nous faisons parce qu'on ne parle jamais sans montrer les preuves. Et tout ce que je vous ai dit, je l'ai dit de façon claire. Prenez le dernier mémorandum, vous vérifiez. Quand on va finir l'émission, je vais remettre toutes les preuves. Mais déjà, tout ce que je vous ai dit, les preuves sont déjà en page, en vidéo, en écrit. Ça est déjà en face de vous. C'est de cela qu'il est question. Et donc, en 2 minutes, faites votre conclusion. Écoutez, moi, dans l'analyse qui a été faite par Sundiata, que celui que j'ai écouté un peu, de façon distraite, comme je le dis, il a dit une chose qui m'a paru un peu aussi un peu. Quand il dit qu'il faut donner du travail à tout le monde, et ça, je me suis dit, mais écoute, moi je vis aux États-Unis, mais tout le monde n'a pas de travail ici, pourtant c'est la première puissance mondiale. J'ai trouvé ça un peu utopique, quoi. C'est là que j'ai dit, attends, il faut que j'intervienne. Parce que M. Sundiata, qui est le conquérant, ne peut pas dire qu'il faut donner du travail à tout le monde. Mais il faut donner du travail à la jeunesse, on peut comprendre. La jeunesse a besoin du travail. Ok, il faut leur donner du travail. Mais je vous donne un exemple. Les ouvertures qui sont faites, je vous donne un exemple. Ceci va permettre à nos enfants Quel est l'âge de la retraite aux États-Unis où vous et moi nous vivons? Moi, je ne sais pas, peut-être 70 ans, 75 ans, je ne sais pas. Bon, l'âge de la retraite, c'est 67 ans. Selon le Social Security Administration. Maintenant, quand on parle de tout le monde là, il y a un âge, dans le monde du travail là, il y a un âge. Il y a l'âge légal du travail et il y a l'âge légal de la prise de la retraite. Quand Sundiata parle de tout le monde, c'est de cette tranche d'âge. La population active, c'est ce qu'il appelle tout le monde. Et donc le débat, il est clos. Ça veut dire que ce que vous dites là, ça ne tient pas. Parce que Sundiata parle... Toute la population active ne peut pas avoir du travail. Non, toute la population... Toute la population... C'est utopique, c'est là. Non. Toute la population active ne peut pas avoir du travail. Ceux qui veulent... du travail... Ceux qui veulent... Messieurs, ceux qui veulent du travail l'auront. C'est de ceux-là qu'on parle. Sinon, il y a des gens là, même si on vient dans leur chambre leur donner un travail, ils ne le feront pas. Et vous savez ce qu'on appelle le travail aux États-Unis. On dit qu'un travailleur, celui qui est à la recherche d'un boulot ou quelqu'un qui est en train de faire un boulot, même si c'est sous-payé. Voilà la définition d'un travailleur. Et c'est de cela que nous parlons. Nous ne parlons pas des vauriens et des chômeurs. On vient de me rectifier que c'est 65 ans. Et donc, quand on parle sur cette plateforme-là, on a des preuves très aguerries. Et j'aurais souhaité que vous puissiez quand même
bien écouter nos émissions, pas de façon distraite, parce que les preuves qui seront là en face ne sont pas quand même des preuves qui vont être faciles à casser. Et toutes les preuves sont en face de vous. Je souhaiterais que vous puissiez les visiter et venir nous dire ici, là, vous avez menti. Ça nous ferait vraiment très plaisir. Je vous dis merci et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous, merci à Sundiata le Conquérant, merci à Laurent du Printemps. Ok. Et qu'un jour, je viendrai de temps en temps pour causer avec vous. Il n'y a pas de problème, ça sera avec un plaisir. Et vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Et donc, nous allons continuer. Et chers auditeurs, comme je l'ai dit, vous serez pris. Mais il y a beaucoup de nouvelles personnes. Donc, on va être injuste en donnant la parole aux nouvelles personnes. Parce que il faut aussi les mettre dans le bain. C'est vraiment intéressant. Et donc, nos émissions sont écoutées avec beaucoup de sérieux. Parce qu'on développe des thèmes. Si vous ne les suivez pas, vous ne pouvez pas comprendre beaucoup de choses.